Est-ce que tu savais que la Gambie était enclavée dans le Sénégal, qu'il existait un petit bout de terre russe détaché, ou encore qu'un pays était en plein milieu de l'Afrique du Sud? Je sais pas pourquoi, mais en géographie, il y a vraiment un sujet qui m'intéresse de fou, ce sont les enclaves et les exclaves. Alors dit comme ça, c'est un peu chiant, je te l'accorde, mais tu vas voir, je vais t'apprendre plein de trucs intéressants. Tiens, et avant de commencer, pense à lâcher ton petit like et ton abonnement, c'est gratuit, ça référence la vidéo et ça fait super plaisir. Si tu ne le savais pas, avec 11 300 km², la Gambie c'est le plus petit pays du continent africain en dehors des îles, 2 millions d'habitants y vivent et sa capitale est la ville de Banjul. Et sa superficie ne constitue pas la seule particularité de ce pays qui a une drôle de forme, une bande de terre hyper étroite qui s'étend de part et d'autre du fleuve Gambie. Et puis surtout c'est un pays qui est entouré par le Sénégal, avec quand même une petite bande côtière de 80 km. C'est pour ça qu'on dit qu'il est semi-enclavé. Cette particularité, la Gambie la doit à son passé colonial. Le pays a été un important centre du commerce transatlantique des esclaves, contrôlé d'abord par les Portugais, puis plus tard par les Britanniques. C'était d'ailleurs une colonie anglaise entourée de colonies françaises. Et son indépendance du Royaume-Uni est proclamée en 1965. Depuis la proclamation de la République, la Gambie a connu 3 dirigeants. Le dernier en date, Adama Barrow, a été élu en 2016, mais le dirigeant sortant n'accepta pas la défaite. Et après différentes pressions, ce dernier quitta le pays pour se réfugier en Guinée équatoriale, et c'est bien Adama Barrow qui dirige le pays désormais. Je crois que la première fois que j'ai entendu parler d'exclave, c'était en voyant l'oblast de Kaliningrad. Pour ton info, une exclave, c'est un morceau de territoire d'un pays qui est détaché géographiquement de ce même pays. Comme tu peux le voir à l'écran, Kaliningrad, c'est cette partie de l'Europe qui est en fait russe. Cette région, tu le vois, est située entre la Pologne au sud, la Lituanie au nord et à l'est, et la mer Baltique à l'ouest. Il faut donc traverser 2 pays pour rejoindre la Russie contiguë, la Lituanie et la Biélorussie. Et la ville russe la plus proche, Pskov, se trouve à plus de 600 km de là. Historiquement, cette région était connue sous le nom de Königsberg, une ville prospère de Prusse. Mais après la Seconde Guerre mondiale, Königsberg fut annexée par l'Union soviétique lors des conférences de Potsdam en 1945 et rebaptisée Kaliningrad en l'honneur de Mikhail Kalinin, un dirigeant soviétique. Aujourd'hui, plus d'1 million de personnes vivent dans ce territoire reculé russe. Et pour la Russie, Kaliningrad a une importance stratégique majeure. C'est le seul port de la Russie sur la mer Baltique qui reste libre de glace toute l'année, ce qui en fait un point naval et commercial important. Et puis, sa position en Europe offre à la Russie un accès direct aux affaires européennes, bien qu'elle soit séparée du reste du pays, avec évidemment des négociations diplomatiques fortes, surtout après l'adhésion de la Pologne et de la Lituanie à l'Union européenne en 2004, qui en théorie coupait la libre circulation entre la Russie et son exclave, mais un accord a donc été trouvé pour faciliter les échanges, permettant à la Russie d'avoir un accès libre à son port baltique via la Biélorussie et la Lituanie. Aujourd'hui, Kaliningrad se trouve au centre de nombreux enjeux géopolitiques, notamment en raison des tensions entre la Russie et l'OTAN. L'enclave est donc souvent perçue comme un pion stratégique dans les relations russo-européennes et elle est d'ailleurs qualifiée d'avant-poste militaire de la Russie en Europe. L'Eswatini, c'est ce petit pays au sud de l'Afrique et qui est enclavé partiellement dans l'Afrique du Sud. Il partage aussi une frontière avec le Mozambique à l'est. Son histoire, elle est intimement liée à sa monarchie. Elle a par le passé établi des relations stratégiques avec les Britanniques et a obtenu son indépendance de manière pacifique en 1968. Aujourd'hui, c'est la dernière monarchie absolue d'Afrique et c'est un pays qui jusqu'en 2018 s'appelait le Swaziland. L'Eswatini, c'est une micronation qui regorge de paysages spectaculaires, des montagnes de granit, des champs de canne à sucre gigantesques, des forêts subtropicales et aussi des savanes chaudes avec de nombreuses espèces sauvages. Mais derrière ce décor se cache une autre réalité, la pauvreté. Plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le roi Mswati III, qui est aux manettes depuis 34 ans, est à la tête de la dernière monarchie absolue d'Afrique, comme je l'ai déjà dit. Le Parlement n'a donc aucun pouvoir, l'opposition est muselée et les terres appartiennent à une poignée de privilégiés. Le président a d'ailleurs décrété tout seul à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance en 2018 que le pays ne s'appellerait plus Swaziland mais Eswatini. Il a choisi ça parce que c'était le nom d'avant colonisation et qui signifie le pays des Swati. Cette monarchie a encore beaucoup de traditions. Par exemple, en février, il y a Marula. Les femmes mariées apportent des fruits du Marula au palais royal, des traditions qui renforcent le sentiment national. Il existe aussi cette grande fête très impressionnante appelée l'Umhlanga, une cérémonie durant laquelle le roi polygame déniche ses femmes. Généralement, les femmes cherchent à se faire repérer pour sortir justement de la misère. Et tu vois, chaque chef traditionnel doit envoyer un certain nombre de filles, et si une famille refuse, elle doit payer une amende.
Le Brunei, c'est ce petit état situé sur l'île de Bornéo, en Asie du Sud-Est. Il a lui deux particularités. Non seulement il est enclavé dans la Malaisie, comme tu peux le voir sur cette carte, mais en plus de ça, il est coupé en deux, ce qui est un cas unique pour une enclave. Avec une superficie de 5765 km², c'est l'un des plus petits pays du monde, mais il se distingue par sa richesse en ressources naturelles, en particulier le pétrole et le gaz naturel. La population de Brunei est estimée à environ 450 000 habitants, caractérisée par une diversité ethnique et culturelle. La majorité de la population est d'origine malaise, mais il y a également des communautés chinoises, indigènes et d'autres groupes ethniques minoritaires. Bandar Seri Begawan, c'est la capitale de Brunei, connue pour ses magnifiques mosquées et ses bâtiments royaux. D'ailleurs, le palais royal l'Istana Nurul Iman, c'est la résidence officielle du sultan et il est reconnu comme le plus grand palais du monde en termes de surface. Je te mets quelques photos, c'est assez dingue. Politiquement, le Brunei est une monarchie absolue dirigée par le sultan Hassan al-Bolkiah, qui est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. Le sultanat a une longue histoire avec des racines remontant au XIVe siècle. À la fin du XIXe siècle, le Brunei a commencé à subir la pression des puissances coloniales et notamment le Royaume-Uni. En 1888, le Brunei devient donc un protectorat britannique, bien que le sultan ait conservé une certaine autonomie interne. Finalement, le pays obtient son indépendance totale le 1er janvier 1984, marquant un tournant dans son histoire évidemment. Et aujourd'hui, le sultan Hassan al-Bolkiah est devenu l'un des monarques les plus riches du monde. Sur le plan culturel, l'islam joue un rôle central dans la vie quotidienne des Bruneiens, puisque 78,8% de la population est musulmane, et le Brunei est également connu pour ses écosystèmes riches et diversifiés, notamment les forêts tropicales humides qui abritent une variété d'espèces de faune et de flore absolument incroyables. Sur le continent africain, tu peux retrouver deux enclaves espagnoles, Ceuta et Melilla. Elles sont situées sur la côte nord du Maroc, séparées de l'Espagne par la mer Méditerranée. Ces deux enclaves d'ailleurs ne se situent pas au même endroit, Ceuta étant près du détroit de Gibraltar et Melilla plus à l'est près de l'Algérie. Mais alors, pourquoi ces enclaves existent? De son côté, Ceuta avait été en fait capturée par les Portugais en 1415, puis passée sous contrôle espagnol en 1580. Melilla, elle, a été conquise en 1497 directement par l'Espagne. Ce sont évidemment des points de contention entre le Maroc et l'Espagne, chacun revendiquant leur souveraineté. Ces deux enclaves jouent évidemment un rôle hyper stratégique en tant que point de contrôle pour le trafic maritime entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, mais elles sont aussi au cœur de la crise migratoire. Comme tu peux le voir, les deux villes de Ceuta et Melilla sont véritablement barricadées parce qu'il s'agit de la porte d'entrée terrestre dans l'Union européenne en provenance d'Afrique. Et chaque année, des milliers de migrants passent la frontière pour pouvoir rejoindre l'Union européenne par la suite. Actuellement, en Espagne, la question de la cession des deux enclaves au Maroc ne semble pas à l'ordre du jour. Selon eux, ces villes, qui peuvent paraître une anomalie géographique, sont espagnoles depuis plusieurs centaines d'années et doivent donc le rester. Tu le sais, les États-Unis, c'est le troisième plus grand pays du monde, et parmi ces États, on retrouve l'Alaska qui a une particularité, elle est séparée du reste du pays par le Canada. L'Alaska, c'est le plus grand État des États-Unis en termes de superficie, puisqu'elle couvre plus d'1,7 million de km², ce qui représente environ 18% de la surface totale des États-Unis. Elle est bordée à l'ouest par la mer de Bering et le détroit de Bering, qui le sépare de la Russie. La géographie de l'Alaska est plutôt très variée, comprenant des chaînes de montagnes massives, plus de 3 millions de lacs, d'immenses forêts et une grande partie de la zone arctique américaine. Historiquement, l'Alaska était peuplé par divers groupes autochtones avant l'arrivée des explorateurs européens. Au XVIIIe siècle, l'Alaska était une colonie de la Russie, principalement intéressée par la traite des fourrures. Mais en 1867, les États-Unis ont racheté l'Alaska à la Russie pour 7,2 millions de dollars, un acte souvent surnommé la folie de Seward, du nom de William Seward, le secrétaire d'État américain qui a négocié l'achat. L'Alaska est donc devenu un territoire organisé des États-Unis en 1912 et a été admis comme le 49e État en 1959. L'économie de l'Alaska est dominée par les ressources naturelles. Le pétrole, découvert en 1968 à Prudhoe Bay, est la plus importante de ces ressources, puisqu'elle représente une part significative des revenus de l'État. En plus de ça, l'Alaska est riche en gaz naturel, en or et d'autres minéraux, et la pêche constitue aussi une importante économie. Enfin, on termine avec le Lesotho, ce petit pays entièrement enclavé en Afrique du Sud et qui constitue une belle anomalie géographique. Avec sa superficie de 30 355 km², le Lesotho, connu comme le royaume dans le ciel, se distingue par son altitude élevée. C'est en fait le seul pays au monde à avoir une altitude minimale de 1400 mètres et son point le plus élevé, c'est le mont Entleyana qui culmine à 3482 mètres d'altitude. Il existe d'ailleurs une station de ski appelée Afriski. Mais alors pourquoi est-il enclavé ce pays? Un peu d'histoire va pas nous faire
faire de mal, au début du 19e siècle, les Basotho, le peuple autochtone du Lesotho, étaient dirigés par le roi Moshoeshoe I. Si jamais je le prononce mal, dites-le moi dans les commentaires. Ils se sont installés dans la région montagneuse qui est maintenant le Lesotho, fuyant les conflits et les pressions démographiques de la période de guerre en Afrique australe, et Moshoeshoe I a unifié plusieurs groupes ethniques sous son leadership, en créant ainsi le royaume de Basutoland. En 1868, après plusieurs conflits avec les Boers, Moshoeshoe I a demandé la protection de l'Empire britannique, justement pour éviter l'annexion par les Boers. En réponse, les Britanniques ont déclaré Basutoland comme protectorat britannique. En 1966, Basutoland a obtenu son indépendance du Royaume-Uni et a donc été rebaptisé Lesotho, en référence aux Sotho, qui sont un peuple majoritaire dans le pays. Mais en raison des frontières établies pendant la période coloniale, le Lesotho est resté géographiquement enclavé à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à aller checker mon podcast Ta Dose de Culture G. À très vite pour un nouveau sujet. Ciao!